vais essayer de vous montrer comment on pourrait imaginer améliorer le traitement des AVC en passant de la paillasse au lit du patient. Alors tout ce que je vais vous raconter, éventuellement, n'a aucun point commun avec la réalité, puisque vous savez qu'actuellement, on n'a pas réussi à améliorer de manière significative le traitement des AVC, si ce n'est tout à fait récemment avec la combinaison de la fibrinolyse avec le RTPA et la thrombectomie. Mais il y a encore beaucoup à faire. Donc si on regarde les différentes molécules qui sont disponibles sur le marché, donc il y a l'agent fibrinolytique, le RTPA, et puis maintenant combiné à la thrombectomie. Et puis beaucoup de laboratoires, dont certains sont présents ici, ont essayé de développer des agents qui améliorent la fibrinolyse, qui augmentent la fenêtre thérapeutique, qui vont diminuer les effets délétères éventuels de la fibrinolyse ou les effets de reperfusion, la neuroprotection, la réparation du cerveau, on va voir ça dans la session d'après. Mais pour l'instant, en clinique, sur les faits, bien qu'il y ait beaucoup de molécules, plus de 1000 qui ont été rapportées dans les laboratoires, eh bien, en fait, un certain nombre d'entre elles ont été testées dans des essais cliniques, mais aucune n'a montré un réel effet bénéfique. Et la faute à qui ? Alors, soit peut-être la faute aux chercheurs qui proposent aux cliniciens des molécules qui ne sont pas efficaces, ou peut-être la faute aux cliniciens qui ne savent pas reproduire les résultats, les très beaux résultats qu'on a dans le laboratoire. Ou peut-être un peu la faute des deux. Et peut-être qu'on ne parle pas tout à fait de la même pathologie et que le travail des chercheurs, c'est peut-être de se rapprocher le plus possible de la problématique clinique et faire le chemin non pas bench to bed, mais bed to bench. Néanmoins, il faut quand même dire que, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Louis, ce qui marche le mieux, ça reste la prévention avec les anticoagulants. Mais en tout cas, en termes de traitement, de neuroprotection, d'amélioration de la fenêtre thérapeutique, c'est ce qu'on peut faire mieux. En tout cas, vraisemblablement qu'on ne peut pas faire pire. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter dans mon exposé, c'est comment on pourrait imaginer adapter la thérapeutique des accidents vasculaires cérébraux aux caractéristiques d'un patient donné, faire donc on peut dire de la médecine personnalisée, c'est un peu à la mode. Ça allait identifier parmi l'ensemble de ces patients lequel a de la neuroinflammation, lequel a besoin de neuroprotection, lequel a une pénombre ischémique, etc., pour essayer d'adapter au mieux le traitement pour chaque patient. Et pour ça, il faut développer des outils, et on va commencer par développer des modèles pour comprendre comment développer ces outils. Donc tout d'abord, si on regarde ce qui se passe au lit du patient, en fait, le taux de recanalisation par la fibrinolyse utilisée par le RTPA, il est globalement, la recanalisation, est globalement d'une vingtaine de %. C'est proche de 80% lorsqu'on combine la fibrinolyse avec la thrombectomie. Si on regarde en termes de fibrinolyse, en fait, le taux de recanalisation, et je parle bien de recanalisation et pas forcément de reperfusion, on verra la différence tout à l'heure, en fait, selon l'endroit où se passe l'occlusion, dans les artères basolatérales, dans l'artère cérébrale moyenne en position M1 ou M2, vous voyez que le pourcentage d'efficacité de la recanalisation est lui aussi très différent, puisqu'il va de l'ordre de 30% à environ 4%. Si on combine à la thrombectomie va essentiellement s'intéresser aux occlusions qui sont soit basolatérales, soit dans les premiers segments de l'artère cérébrale moyenne. Et ça correspond à peu près une trentaine de %, un peu plus, des patients qui font un accident vasculaire cérébral. Donc ça veut dire que la combinaison de la fibrinolyse avec la thrombectomie, c'est un apport important, mais ça ne va pas forcément résoudre tout, ou en tout cas pas tout de suite. Après, il y a la composition des caillots, donc Martine nous en reparlera tout à l'heure, j'imagine. En fonction de la composition du caillot, s'il est riche en plaquettes, en fait, il y a de nombreux inhibiteurs potentiels des agents fibrinolytiques. Et s'il est riche en plaquettes, eh bien, en fait, l'efficacité de la recanalisation va également être très faible, contrairement à des caillots qui sont plutôt riches en fibrine, avec peu d'inhibiteurs, où là, l'efficacité va être supérieure. Et puis, on sait que la taille du caillot, supérieure à 8 mm, va être un élément négatif à l'efficacité de la recanalisation. Et puis, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a également des débats sur savoir quel type de device on doit utiliser pour la thrombectomie et que l'efficacité de ces devices n'est pas tout à fait vraisemblablement la même en fonction du type de caillot, en fonction de sa localisation, et peut-être qu'il y aurait des effets aussi secondaires à l'utilisation de tel ou tel device, en particulier l'inflammation de l'endothélium.
Donc, est-il possible de reproduire au laboratoire ces différentes situations? Vous voyez qu'à chaque situation, chaque combinaison de ces situations, c'est un patient différent. Et c'est-il possible de reproduire ces différentes situations dans des modèles expérimentaux chez l'animal, et en particulier le type de thrombus? Donc, ce qu'on a essayé de faire au laboratoire, c'est d'adapter et développer des modèles qui nous permettent de faire soit des caillots riches en fibrine, soit des caillots riches en plaquettes. Et ces caillots riches en plaquettes peuvent être soit non occlusifs, soit occlusifs. Tout à l'heure, Jean-Claude vous a montré qu'il peut y avoir des occlusions qui sont partielles avec une certaine recanalisation du tissu, ou des occlusions complètement bloquantes du débit sanguin. Donc ce que l'on a fait au laboratoire, on a développé un modèle original qu'on appelle le modèle thrombine. C'est un modèle thromboembolique dans lequel on va utiliser une enzyme, qui est une enzyme importante, une protéase importante, de la cascade de coagulation. Et on va aller directement injecter avec une pipette de verre cette alpha-thrombine dans une bifurcation de l'artère cérébrale moyenne, et ça va générer immédiatement un caillot sanguin sur site. Donc on va dans ce cas-là générer des caillots riches en fibrine. Et on l'a fait actuellement au niveau M1, et on est en train de développer ces modèles pour essayer de faire des occlusions à différents sites de la circulation cérébrale. On a également utilisé un modèle qui avait été déjà décrit par un autre auteur et qu'on a un peu adapté. C'est d'utiliser du chlorure de fer. Et le chlorure de fer, si on l'applique sur un endothélium, on va créer un stress oxydatif. On va créer une activation plaquettaire, une mise à nu de l'endothélium, et on va former très rapidement un caillot, mais cette fois-ci riche en plaquettes. Et en utilisant des immunohistologies et des marquages, soit des plaquettes, soit de la fibrine, on a pu corréler ces différents modèles avec le degré de fibrinogène, le degré de plaquettes dans chacun de ces thrombus, ainsi que leur localisation. En utilisant ces différents modèles, on a regardé les volumes de lésions et les scores angiographiques, et on a fait également de l'imagerie IRM de perfusion. Donc, comme vous voyez ici, on a utilisé ces deux modèles qu'on a adaptés de façon à avoir dans les deux cas, donc le modèle thrombine et le modèle chlorure de fer, des caillots riches en fibrine, des caillots riches en plaquettes. Dans les deux cas, on a des occlusions qui conduisent à des lésions qui sont restreintes au cortex. Donc, on a deux mêmes types de lésions. Et on peut faire un traitement fibrinolytique, soit avec du TPA précoce, donc on va considérer dans la fenêtre thérapeutique de la souris, soit du TPA tardif au dehors de la fenêtre thérapeutique pour la souris. Je viendrai tout à l'heure sur ces notions de fenêtre thérapeutique. Si on regarde les volumes de lésions en IRM, donc c'est l'IRM 7 Tesla à 24 heures, vous voyez que l'on diminue les volumes de lésions cérébraux lorsqu'on fait du TPA en précoce dans un modèle où le caillot est riche en fibrine. Et par contre, on a un effet délétère du TPA tardif lorsque ces caillots sont riches en fibrine, mais que la fibrinolyse est réalisée en dehors de la fenêtre thérapeutique. Par contre, si on réalise des caillots riches en plaquettes, vous voyez qu'on n'a aucun effet ni bénéfique ni délétère du TPA, et on n'a pas de recanalisation du tissu. En effet, si on fait le score angiographique, donc le graphe est un peu compliqué à suivre, mais en saline, dans un modèle thrombine, on a une occlusion à 3 heures. On a un certain nombre d'animaux qui ont recanalisé spontanément à 6 heures et qui ont complètement recanalisé à 24 heures. C'est ce qu'on observe aussi en clinique, c'est qu'un patient qui refait une IRM à 24 heures, dans un certain nombre de cas, il a recanalisé. Un caillot riche en fibrine va recanaliser tout seul, mais plus on recanaliserait vite, mieux c'est pour la lésion et la mort neuronale. Si on fait de la fibrinolyse, vous voyez que là, on recanalise tout de suite par le TPA ces caillots riches en fibrine. Par contre, lorsque ce sont des caillots riches en plaquettes, vous voyez qu'il n'y a pas de recanalisation spontanée, et il y a très peu d'effet de la fibrinolyse par le TPA. Donc on a les deux situations potentielles que l'on retrouve en clinique. Il faudra encore multiplier les conditions en chargeant plus ou moins les thrombus en plaquettes, c'est ce qu'on essaye de faire, et en modifiant la localisation du thrombus. Mais la porte d'entrée est là, il y a sûrement moyen de multiplier ces modèles. Maintenant, qu'en est-il de la reproductibilité de ces modèles ? Donc en fait, le modèle thrombine, un certain nombre de laboratoires sont venus l'apprendre dans notre laboratoire, et on a transféré la méthodologie. Et donc là, on est en train d'essayer un peu difficilement de publier une méta-analyse qui inclut 26 études faites dans 13 laboratoires différents par 14 expérimentateurs différents. Et en fait, lorsqu'on regarde, donc on avait fourni à ces laboratoires une sorte de protocole standard,
Et chaque laboratoire, c'est souvent le cas, même si on donne des protocoles standards, ont un peu dérivé sur le protocole, c'est-à-dire en fait on fait varier la dose de TPA, soit 10 mg kg, soit 0,9, soit 5, et on également fait varier le temps qu'on a considéré comme étant la fenêtre thérapeutique pour le TPA chez l'animal. Nous, on avait estimé à 20 minutes, c'était très très tôt, et en dehors 4 heures. Et puis, il y a également des groupes qui ont fait ces études en dehors de cette fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire au-delà de 3 heures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, toutes les équipes montrent un effet bénéfique de la fibrinolyse par le TPA dans ce modèle thrombine, quelle que soit la dose de TPA injectée, si on est dans un temps inférieur à 3 heures après la formation du caillot. Et les équipes qui ont fait du TPA tardif, vous voyez, ont un effet délétère du TPA tardif. Et si on fait la méta-analyse du pool de l'ensemble de ces études, on a un effet bénéfique du TPA précoce et un effet un peu délétère du TPA tardif. Et en fait, on retrouve avec ce modèle et cette méta-analyse, en fait, la fenêtre thérapeutique que l'on peut observer en clinique, même si le timing est un peu différent, avec clairement un effet bénéfique du TPA dans une fenêtre précoce dans ce modèle et un effet délétère du TPA dans la phase tardive. Donc on continue d'implémenter ces modèles et on essaye de faire la même chose avec le modèle chlorure de fer pour essayer de proposer des modèles standardisés, mais pas trop standardisés entre les laboratoires, pour faire des études précliniques, pour essayer de fournir des données suffisantes pour que les cliniciens puissent utiliser ces molécules en clinique, ou en tout cas, ou alors invalider le fait de les utiliser, pas faire des essais cliniques qui seraient négatifs. Là, je vais vous présenter un résultat obtenu en collaboration avec un groupe à Louvain, qui est le groupe de Peter de Clercq. Donc Peter de Clercq a généré des nanobodies, donc ce sont des anticorps de camélidés à 2 têtes. Un anticorps qui d'un côté va inhiber PAI1. PAI1, c'est un des grands inhibiteurs du TPA, cet agent fibrinolytique, donc on va bloquer la fibrinolyse. Et puis un autre inhibiteur potentiel qui est le TAFIA, qui lui va empêcher la plasmine de pouvoir dégrader le caillot. Et en fait, en faisant cet anticorps à 2 têtes, on peut bloquer à la fois, en même temps, ces 2 inhibiteurs. Donc on a testé cet inhibiteur dans, ici, le modèle thrombine, en tenant compte de la fenêtre thérapeutique. Et ce que vous voyez, que lorsque le TPA est injecté 20 minutes après le début de l'AVC, on a un effet bénéfique du TPA, on a un effet très bénéfique du DIBody seul, mais on n'a pas d'effet additif DIBody plus TPA. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on se place à la limite de la fenêtre thérapeutique, ici 90 minutes, où on n'a plus d'effet bénéfique du TPA, on a un léger effet bénéfique non significatif du DIBody seul. Par contre, l'association des deux montre clairement un effet bénéfique. Lorsqu'on est trop loin dans la fenêtre thérapeutique, ici 4 heures, même si on associe le DIBody, on ne peut pas améliorer le bénéfice du TPA. Ça veut dire qu'il y a sûrement des stratégies pour allonger un petit peu la fenêtre thérapeutique, surtout en termes de recanalisation et ici de volume de lésion. Donc en utilisant ces différents modèles, on a essayé de modéliser comment les caillots se formaient dans le cas d'un accident vasculaire cérébral et on s'est inspiré beaucoup de la littérature, on n'est pas des spécialistes de cette modélisation. Mais globalement, pour vous résumer, c'est lorsqu'un caillot va se former, s'il est riche en plaquettes, il va y avoir une altération de l'endothélium, une mise à nu de la basale, essentiellement le collagène type 4, et puis les plaquettes vont commencer à s'agréger et cette agrégation va se faire de façon dépendante de 2 composés majeurs, le facteur von Willebrand et un récepteur des plaquettes qui est le GP2B3A. Les anti-GP2B3A sont utilisés comme anticoagulants. Et lorsque le caillot va continuer de se former, les forces de cisaillement liées au flux vont, elles, augmenter. Et l'activation des plaquettes, la manière dont elles vont s'agréger entre elles, va changer de système, va passer d'un système GP2B3A à un système dépendant d'un autre récepteur qui est GP1B-alpha. Je suis sûr que Martine nous parlera d'un GP6 qui n'est pas très loin de GP1B-alpha. Mais en gros, ce qui est important, c'est qu'il y a des shifts de mécanismes en fonction du stade de formation du thrombus et des forces de cisaillement. Et en connaissant ces mécanismes, on peut aussi peut-être adapter les stratégies de fibrinolyse. Je vais juste vous montrer un résumé d'un papier qu'on a publié dans Blood l'année dernière, où en fait, ici, on a utilisé ce modèle chlorure de fer, où on a créé un caillot riche en plaquettes, donc vous voyez ici le laser Doppler, et si on met du TPA, on n'a aucun effet positif du TPA. Si on met un anticorps qui est ici le LEOH4, qui est un anti-GP2B3A, eh bien, on ne peut pas
lysé et recanalisé lorsque le thrombus est occlusif et riche en plaquettes. Par contre, si on met un anticorps anti-GP1B-alpha, eh bien on arrive à lyser un caillot occlusif formé dans ce modèle chlorure de fer. Et ceci est associé à une diminution du débit sanguin cérébral, une diminution des volumes de lésions et une restauration du score angiographique mesuré par IRM. Donc là aussi, pour vous dire qu'en connaissant un peu mieux la physiopathologie, la manière dont les caillots se forment, il est sûrement possible d'utiliser des molécules qui sont peut-être déjà dans le marché, peut-être déjà dans la pharmacie de l'hôpital, pour améliorer l'efficacité de la recanalisation. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième aspect qui est la neuroinflammation. En fait, la neuroinflammation, on en parle beaucoup dans la littérature, elle est, selon les articles, soit bénéfique, soit délétère dans les accidents vasculaires cérébraux. Vraisemblablement qu'elle fait un peu les deux en fonction du timing dans cette fenêtre thérapeutique, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, dans l'inflammation, il y a un phénomène important qui va être le mécanisme par lequel les cellules inflammatoires circulantes vont être capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'atteindre soit les espaces périvasculaires, soit le parenchyme cérébral. Et ce mécanisme est dépendant de molécules d'adhésion à la surface des cellules endothéliales qu'on appelle les sélectines et les intégrines. Par exemple, les lymphocytes vont utiliser une de ces molécules d'adhésion qu'on appelle VCAM1 et vont porter un ligand de ce récepteur qu'on appelle VLA4. Et en fait, les lymphocytes vont être capables d'adhérer avec ces molécules d'adhésion, rouler sur l'endothélium que je vous montrais précédemment et transmigrer dans le parenchyme cérébral. Eh bien, pour bloquer ces effets inflammatoires et l'infiltration des lymphocytes T, qui globalement, selon la littérature, serait plutôt quelque chose de délétère, il y aurait possibilité d'utiliser une molécule qui est déjà sur le marché, qui est utilisée dans la sclérose en plaques, qui est le natalizumab ou le Tysabri, qui est un anticorps bloquant de cette protéine VLA4. Et c'est ce qu'a fait un groupe allemand, c'est Arthur Liess, où il a publié un papier en 2011 dans Brain, où en fait il a utilisé dans ce cas-là un modèle d'ischémie cérébrale par occlusion permanente de l'artère cérébrale moyenne chez la souris. Il a regardé les volumes de lésions à 24 heures et 7 jours. Il a montré une évolution de la lésion entre 24 heures et 7 jours, et que s'il utilisait un anticorps anti-VLA4, donc qui bloquait ce récepteur VLA4 et l'interaction avec les molécules d'adhésion de type VCAM, eh bien, il n'avait pas cette évolution des volumes de lésions au cours du temps après l'accident vasculaire cérébral. Et il a corrélé ça avec une diminution de l'infiltration des cellules T et également une diminution de l'infiltration des granulocytes. Donc, suite à ces travaux, ou en parallèle de ces travaux, il y a un essai clinique qui est terminé, dont les résultats sont en cours de publication, et je crois qu'ils ne sont pas encore divulgués, donc on ne les divulguera pas, concernant l'utilisation du natalizumab dans les accidents vasculaires cérébraux. Et Jean-Louis me dira s'ils sont publiés ou pas, je ne crois pas encore. Et donc, ce qu'on a fait, un groupe de 6 laboratoires, on a essayé de faire en parallèle de cette étude clinique une étude préclinique multicentrique incluant 6 laboratoires européens. Et on a fait exactement ce qui était fait dans l'étude clinique, c'est-à-dire que en fait, dans ce cas-là, on a décidé d'utiliser 2 modèles d'accidents vasculaires cérébraux chez le rongeur. Un modèle par occlusion permanente de l'artère cérébrale moyenne, c'est une électrocoagulation, c'est vraiment le modèle presque le plus ancien. Et puis un autre modèle qui, en fait, on va monter un filament dans l'artère et on va faire une occlusion transitoire et puis on va retirer le filament. Si je voulais me risquer un peu, ça pourrait schématiser un petit peu les suites ou les conséquences d'une thrombectomie. Et puis on a randomisé les animaux, tout a été fait en aveugle, comme un essai clinique peut se faire à l'hôpital avec toute la rigueur d'un essai clinique, mais cette fois-ci dans un laboratoire et en études multicentriques avec analyse croisée des données. Et en fait, ce que l'on voit, ce qui est très intéressant, c'est déjà que tous les groupes ont obtenu les mêmes résultats. Ça, c'est déjà rassurant. Mais quand un laboratoire, s'il travaille bien, s'il a un protocole standardisé et bien défini, eh bien, il est assez logique qu'on obtienne les mêmes résultats à Caen, qu'à Berlin, qu'à Barcelone. Ça, c'est plutôt rassurant. Et donc, la même étude que tout à l'heure, où en fait, quand on fait le modèle filament, on n'a aucun effet bénéfique du natalizumab, l'anti-VLA4. Par contre, si on utilise un modèle par occlusion permanente de l'artère cérébrale moyenne, on a un effet bénéfique du natalizumab. Donc là encore, il semblerait que l'utilisation de cette molécule anti-inflammatoire va avoir un effet bénéfique dans certaines conditions d'accidents vasculaires cérébraux. Et quand on regarde ces modèles,
et c'est bien encore des modèles, hein, c'est pas chez l'homme, et qu'on regarde l'infiltration des lymphocytes, eh bien on s'aperçoit qu'on a bien cette infiltration dans le modèle électrocoagulation, qu'on n'a pas dans ce modèle filament, et on a une réduction avec l'anti-CD49D. Donc tout ça pour vous dire que vraisemblablement que parmi les différents animaux que je vous ai montrés tout à l'heure en colonie, il faudrait être capable aussi d'identifier ceux qui ont une inflammation cérébrale sous-jacente pour ne traiter que cela. Et ce qu'on essaye de faire dans le laboratoire en développant des outils d'imagerie moléculaire en IRM, et en particulier en essayant de cibler des molécules superparamagnétiques, des formes de petits aimants, avec des anticorps que l'on sélectionne pour reconnaître ces molécules d'adhésion et faire croire à ces aimants qu'ils sont des lymphocytes. Donc en fait, on a développé ce type de méthodologie. C'est de la chimie très simple, hein, on achète tout dans le commerce, et puis il y a un kit chimie 2000, le même qu'on peut avoir à Noël, c'est vraiment de la chimie très simple. Et on couple en fait ces anticorps anti-VCAM qu'on a préalablement sélectionnés, on a sélectionné les meilleurs qui avaient le meilleur signal sur bruit en immunohistologie. On a couplé ces molécules superparamagnétiques et puis on les injecte chez l'animal. Ici, une étude contrôle, on met du TNF pour induire de l'inflammation dans un des hémisphères, les molécules superparamagnétiques, et vous voyez que selon le type d'anticorps, on obtient des signaux un peu différents, mais une forte spécificité qui nous permet de visualiser vraisemblablement les molécules d'adhésion VCAM sur les vaisseaux et rien en contralatéral. On a essayé d'aller plus loin dans la caractérisation. Et ici, en améliorant un peu nos conditions de fabriquer des billes et puis la séquence IRM, on arrive à avoir un signal très très fin, là encore, par injection de TNF en intraveineux, TNF en intrastructure dans un hémisphère et les MPO en intraveineux. Ce qui est très intéressant avec ce type de technologie, c'est qu'on peut visualiser ces molécules d'adhésion dès 20 minutes après l'injection des MPO, donc c'est compatible avec la clinique. Et là, on est descendu à 10 minutes. 10 minutes après l'injection, on peut faire l'imagerie. Et puis, de par le flux sanguin, eh bien, en fait, les billes vont se détacher de l'endothélium et on peut répéter l'imagerie de manière régulière, au moins toutes les 24 heures. Les contrôles ici montrent des billes qui sont attachées au vaisseau, donc c'est de l'imagerie sur les tissus récupérés post-mortem. Et vous voyez que si on fait un immunomarquage, eh bien, on a ces billes qui sont colocalisées avec les vaisseaux qui sont VCAM1 positifs. Donc si je reviens à l'étude publiée par Liès, que je vous ai montré tout à l'heure, que je ne vais pas redécrire, une de nos hypothèses qui peut expliquer les travaux d'Arthur Liès, c'est que suite à l'évolution de la lésion ischémique, eh bien qu'il y a un recrutement de la pénombre, on pourrait parler peut-être de pénombre inflammatoire, par les tissus nécrosés dans cette zone où il y aurait une inflammation autour de la lésion à 24 heures qui va évoluer avec le temps. Donc on a essayé de répéter cette étude et on a obtenu exactement les mêmes résultats qu'Arthur Liès. Ça n'a pas été fait en collaboration avec lui. Et là, on a obtenu entre 24 heures et 3 jours 20% d'augmentation. Et vous voyez que si on fait un modèle ici permanent, on a cette augmentation. Si on fait un modèle transitoire, ici on a repris le même étude que lui, un filament, on n'a pas cette augmentation. Si vous regardez l'évolution de la lésion ici en RMT2, vous voyez qu'il y a une évolution du volume de lésion nécrotique. Et c'est bien dans la zone où on a de l'inflammation dans un peu tout le cerveau, mais vous voyez ici, on a une densité plus forte de vaisseaux VCAM1 positifs. Donc vraisemblablement qu'on pourrait, avec ce type de technologie, si on était capable de le faire chez l'homme, sélectionner les patients qui ont une inflammation cérébrale et qu'on pourrait traiter avec des anti-inflammatoires. On essaye de développer d'autres stratégies du même type en jouant sur d'autres molécules d'adhésion. Je vais vous montrer rapidement ce que l'on peut faire ici avec la P-sélectine. Donc vous voyez qu'avec la P-sélectine, donc là on a fait un modèle, c'est des animaux CHAM, des animaux avec juste une compression de l'artère cérébrale moyenne qui pourrait mimer un AIT, puis des animaux avec le modèle thrombine, où on a une ischémie cérébrale. Et on a comparé VCAM et P-sélectine. Et vous voyez qu'avec P-sélectine, on arrive à détecter une inflammation des vaisseaux P-sélectine positifs dans l'AIT qu'on n'arrive pas avec VCAM. Et on a un signal qui est beaucoup plus fin avec P-sélectine, un meilleur signal sur bruit. Et quand on fait l'immunohistologie et qu'on recale avec l'IRM, vous voyez qu'on a une adéquation parfaite entre l'hyposignal IRM et l'immunohistochimie P-sélectine, ici avec les vaisseaux positifs. Donc on a peut-être là des outils pour l'avenir, pour sélectionner les bons patients qui pourraient être traités avec des anti-inflammatoires. Le problème, c'est que ces molécules superparamagnétiques ne sont pas utilisables chez l'homme puisqu'elles sont non biodégradables et elles s'accumulent dans le foie. Elles peuvent aussi créer des problèmes rénaux.
Néanmoins, il semble qu'il y aura bientôt sur le marché, ça c'est une équipe, un laboratoire japonais qui est en train de développer des microparticules biodégradables. Je crois qu'il y a des gens dans la salle qui font aussi des agents potentiellement qui pourraient avoir une résonance magnétique, qui pourraient être couplés à ce genre d'anticorps. Un autre aspect, le dernier aspect que je veux vous montrer, c'est que ces agents fibrinolytiques, comme le TPA, donc, sont connus pour être produits par les cellules endothéliales, libérés dans la circulation. Et on a également montré dans le laboratoire en fait, que les neurones pouvaient produire du TPA et que le TPA était libéré par les neurones à la synapse et pouvait moduler la neurotransmission glutamatergique. Donc je ne vais pas détailler ça, mais vous allez me croire, le TPA est un agent fibrinolytique et le TPA peut également jouer un rôle de neuromodulateur de la neurotransmission glutamatergique. En fait, depuis très longtemps, depuis que Désiré Collen et Roger Lijnen ont découvert le TPA, on sait qu'il y a deux formes de TPA. Un TPA simple chaîne et un TPA double chaîne. La forme synthétisée est celle-ci. Il y a un clivage ici pour avoir une forme double chaîne. Et ce que l'on a montré assez récemment dans le laboratoire, c'est que seule la forme simple chaîne est capable d'augmenter la signalisation des récepteurs NMDA. Seule la forme simple chaîne est neuromodulatrice et pas la forme double chaîne. Vous voyez ici, il y a une forte potentialisation. Chaque dot, c'est une cellule avec du TPA simple chaîne. Et on n'a pas d'effet, voire un effet même inhibiteur avec un TPA double chaîne, alors que les deux formes ont exactement la même activité fibrinolytique. Ça tombe bien puisque l'actylis qui est utilisé en clinique contient un mélange des deux formes. Et donc, ces deux formes ont la même activité fibrinolytique. Néanmoins, il est possible que le TPA simple chaîne ait un effet différentiel du TPA double chaîne sur la neurotransmission glutamatergique. Et en situation ischémique, lorsqu'elle est exacerbée, ça s'appelle l'excitotoxicité et ça pourrait promouvoir la mort neuronale. Donc on est en train de faire, avec quasiment tous les cliniciens qui sont dans cette salle, c'est coordonné par Didier Lès à Lille, un essai clinique qui s'appelle Ophélie, où on est en train de regarder le ratio simple chaîne, double chaîne injecté chez les patients et l'outcome de ces patients. Donc l'étude est terminée, les résultats sont en cours d'analyse et les premières discussions que j'ai eues avec Didier Lès semblent montrer qu'effectivement le TPA simple chaîne pourrait potentialiser la neurotransmission glutamatergique chez les patients AVC. Donc pour aller plus loin dans ces études, on continue au laboratoire d'essayer de mieux comprendre l'interaction TPA récepteur NMDA et pour cela on a généré un jeu d'anticorps monoclonaux susceptibles de reconnaître le domaine N-terminal, potentiel site d'interaction pour le TPA. En sélectionnant ces anticorps monoclonaux, on a pu identifier un de ceux-là, qu'on appelle Glunomab, qui bloque complètement la capacité du TPA à potentialiser l'entrée de calcium intracellulaire sur des cultures de neurones. On a fait un épitope mapping avec ces anticorps et on a identifié un site de 5 acides aminés qui est potentiellement le site d'interaction du TPA avec le récepteur NMDA. Ce qui est intéressant, c'est que cette séquence est 100% conservée entre les espèces et cette séquence n'est retrouvée que sur GluN1 parmi tous les récepteurs glutamatergiques et autres récepteurs adéneurotransmetteurs. Cette séquence est également présente à l'entrée dans une poche hydrophobe accessible potentiellement au TPA dans le domaine LIVBP, N-terminal, c'était GluN1 des récepteurs NMDA. En utilisant cet anticorps, donc en collaboration avec Laurent Croc, on a essayé d'aller plus loin dans le mécanisme d'action du TPA. Donc tout d'abord, on a fait de la mutagénèse dirigée de ce site potentiel d'interaction. Vous voyez qu'ici, en conditions sauvages, donc c'est des cellules HEK transfectées avec des récepteurs sauvages, on a la potentialisation de l'entrée de calcium par le TPA. Si on mute la lysine en position 178, en plein milieu de l'épitope qu'on a mis en évidence, on bloque cet effet potentiateur et on a un effet inhibiteur que je ne vais pas détailler là, mais qu'on est en train d'expliquer. Par contre, si on mute la lysine d'à côté, on n'a aucun effet, on a toujours l'effet potentialisateur. Donc le TPA est connu pour interagir avec des lysines libres, donc ça colle bien avec la littérature. Et ce que l'on a pu faire tout à fait récemment, c'est faire du single molecule tracking et regarder l'effet du TPA sur les récepteurs NMDA. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on met du TPA sur des neurones, eh bien, les récepteurs NMDA qui normalement explorent la synapse et un peu autour de la synapse vont aller beaucoup plus explorer autour de la synapse, c'est-à-dire qu'on va augmenter la mobilité des récepteurs NMDA extrasynaptiques. Or, les récepteurs NMDA extrasynaptiques contiennent des sous-unités différentes de régulation, et en particulier des sous-unités GluN2D. Et je vais terminer là. Il existe des antagonistes des récepteurs NMDA qui sont plus affins pour les sous-unités GluN2D que pour les autres sous-unités régulatrices, et en particulier la kétamine.
Et donc, on a fait une étude chez l'animal, on a associé fibrinolyse tardive avec kétamine, et on a pu montrer, donc en fait c'est la fibrinolyse chez des animaux éveillés, on a pu montrer que l'association de la kétamine réduisait les volumes de lésions dans les conditions où le TPA était associé dans la fenêtre tardive de l'ischémie cérébrale. Il y a un essai clinique en cours, les premiers patients qui ont été inclus en associant TPA, kétamine et thrombectomie. Donc en conclusion, c'est ma dernière diapositive. Si tout ce que je vous ai raconté est vrai, si tout ce que je vous ai raconté est vérifiable, si tout ce que je vous ai raconté était transposable à la clinique, on pourrait imaginer que lorsqu'un patient arrive aux urgences, il est un scanner ou une IRM, on définit si c'est un accident ischémique ou hémorragique. On est capable de faire une imagerie, peut-être bientôt, de la nature des thrombus, savoir s'ils sont fibrinolytiques, plutôt riches en fibrine, en plaquettes, occlusifs ou non. On est capable de faire de l'imagerie de l'inflammation, donc de voir s'il y a une inflammation vasculaire et du coup parenchymateuse. On imagine qu'un jour, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, on pourrait faire de l'imagerie de la mort neuronale. Et en fonction de l'ensemble de ces paramètres, on pourra choisir le bon cocktail pour le bon patient. Et maintenant, puisqu'on associe la thrombectomie, il faudra choisir la bonne paille pour ce bon cocktail. Je vous remercie de votre attention.